c'est compliqué de parler d'ethnopsychiatrie, parce que ethnopsychiatrie, on ne comprend pas bien ce que c'est. Donc je vais vous dire un mot d'abord sur ce que c'est qu'ethnopsychiatrie. Je ne suis pas psychiatre et je ne suis pas ethnologue non plus. Ethnopsychiatrie, ça vient d'un temps, les années 50 à peu près, même un peu avant, où on a commencé à réfléchir et on s'est dit qu'il existe des peuples, souvent des peuples éloignés, qui ont une pensée sur le monde, qui est une pensée savante sur le monde, et pourtant cette pensée savante n'a pas donné lieu à des académies, à des publications, à des revues à comité de lecture, à des choses comme ça. Et cette chose-là, eh bien, on a commencé à appeler ces savoirs-là ethnosciences. Et à ce moment-là, on parlait par exemple d'ethnobotanique. Tout le monde peut comprendre immédiatement ce que signifie ethnobotanique. Par exemple, ce que les Indiens savent des plantes hallucinogènes, par exemple. Hein. Ils savent plein de choses sur les plantes hallucinogènes que nous ne connaissons pas et que nous avons très envie d'apprendre. Hein, de regarder nos laboratoires pharmaceutiques, comment ils courent après les Indiens pour avoir des informations sur les plantes, quoi. Ethnozoologie, on comprendra facilement que les Esquimaux connaissent très bien les ours polaires, par exemple. Hein. Et ethnopsychiatrie, donc c'est mon maître qui s'appelait Georges Devreux qui a inventé le mot. En fait, c'est pas lui qui a inventé le mot, mais c'est lui qui l'a mis en valeur, en quelque sorte. Et ça signifie que il y a des populations qui, même si elles sont petites, même si elles ont que quelques milliers d'habitants, eh bien, ces populations ont créé, inventé des façons de comprendre les désordres que nous appelons psychologiques, mais il n'y a pas de psychologie non plus dans ces mondes-là. C'est d'autres choses, quoi. Mais ça rend compte des mêmes choses que nous appelons psychologie, psychopathologie, et ça s'appelle ethnopsychiatrie. Donc vous comprenez que ethnopsychiatrie, d'abord ça se décline au pluriel. Il y a l'ethnopsychiatrie des Indiens Mohaves, par exemple, qui est un superbe livre de mon maître, qui s'appelait Georges Devreux, que je vous conseille très très vivement. Il y a une ethnopsychiatrie Mohave, il y a une ethnopsychiatrie Wolof, par exemple, ou l'Hébou. Moi, je suis le représentant un peu de cette pensée-là. Vous vous rendez pas compte le nombre de patients étrangers en France. Je parle des hôpitaux, des dispensaires, de tous ces endroits de la médecine publique qui reçoivent les gens les plus pauvres, en vérité. Et évidemment, parmi les gens les plus pauvres, il y a les migrants. Donc, dans certains endroits de Paris, de la banlieue parisienne où j'ai travaillé, je veux dire, dans ces dispensaires-là, c'était 80% de migrants. On fait comme si c'était du tout venant, quoi. C'était un scandale intellectuel. Et même quand on se disait « Ah oui, ils viennent d'ailleurs », on leur appliquait des connaissances de chez nous. On ne s'est pas soucié à un instant d'aller vers eux et se demander quelles sont les richesses de leur monde. Et l'ethnopsychiatrie, c'est vrai, ça a été une tentative d'aller à la recherche des richesses de leur monde. Ils sont riches de pensées, de coutumes, de traditions, de savoirs. C'est cette rencontre-là que je raconte quand je dis l'ethnopsychiatrie, oui, c'est tenir compte de la richesse des pauvres. La consultation d'ethnopsychiatrie, ce dispositif qu'il crée, qu'il invente, c'est en 79 à Bobigny dans le service de Lebovici. Et en 93, il est professeur à l'université Paris 8, professeur de psycho. Et il crée dans l'UFR de psychologie un centre d'ethnopsychiatrie. C'est un centre clinique, un centre de recherche sur la psychothérapie ou les psychothérapies, comprenant toute forme de psychothérapie, y compris les guérisseurs, les églises charismatiques, les marabouts, mais aussi les psychanalystes, les psychiatres. Il y a des étudiants de Toby qui ont fait des travaux de recherche sur les dispositifs psychanalytiques, comment ça marche, comment sont formés les psys, etc. Une des raisons principales de notre déménagement, ça a été l'ouverture d'un service habilité par la protection judiciaire de la jeunesse, qui donc dépend du ministère de la Justice, et pour recevoir des mineurs isolés étrangers, donc des jeunes migrants
qui sont sur le territoire français sans leurs parents. Ça nous a fait connaître des publics issus de pays qu'on avait moins l'habitude de fréquenter, je dirais, entre guillemets. Notamment l'Afghanistan, l'Inde, le Pakistan, beaucoup. Aujourd'hui, c'est le Bangladesh. Une famille réunionnaise est reçue en consultation. Tous ses membres sont rendus malades par un invisible qui a envahi leur existence. Au fil des séances, ils vont l'identifier et comprendre ses exigences. On a décidé de faire chambre à part pour des raisons qui nous concernent. Mais Cynthia, quand elle crie le soir, elle se réveille, moi je suis là, j'accours, hein, je suis très présente, ou c'est son père, ou tous les deux, on va la voir. Donc c'est vrai que des fois elle a des nuits très très agitées. Et je sais ce que c'est, faire des cauchemars, j'en ai fait aussi quand j'étais petite. Ah, vous avez fait des cauchemars? Je faisais beaucoup de cauchemars. Donc, tu comprends? Je me demande si ça lui arrive pas de trembler par moments. De trembler... Oui, enfin... Qu'est-ce que vous voulez dire par trembler? Vous faites des crises? Oui. Elle devient raide comme ça? Oui, c'est plutôt des... Comme si tout se tendait et que on... Le partenariat? Oui, voilà. Donc des fois, effectivement, je reste consciente. Et puis des fois, je m'évanouis aussi. Perdre des connaissances? Oui. Et c'est vrai que depuis que Cynthia est très agitée, ça me perturbe aussi. Bon, de quoi il s'agit pour Marie-Thérèse? Je pensais, chez moi, donc ces femmes qui font chambre à part, c'est qu'elles sont... on dit qu'elles sont les femmes de quelqu'un d'autre. Ça peut être d'un esprit. On parle de choses comme ça. Et je me pose la question. C'est-à-dire qu'elles ont des relations sexuelles? Elles ont des relations sexuelles. En rêve? Pas en rêve. La nuit? La nuit. Avec quelqu'un qu'elle ne voit pas? Avec quelqu'un qu'elle ne voit pas. En réalité, cette consultation a été reconstituée pour les besoins d'un film pédagogique, Le sexe des morts. Le thérapeute et l'ethnoclinicienne guadeloupéenne qui l'assiste jouent leur propre rôle. Les membres de la famille souffrante sont interprétés par des comédiens. Tous les principes méthodologiques fondamentaux, on les retrouve dans ce film. Peut-être avec une limite, c'est tout en français. Ce qui fait vraiment la spécificité d'une consultation d'ethnopsychiatrie, c'est qu'elle est généralement bilingue, quoi. Elle est dans 2 langues minimum. Donc si vous êtes celui ou celle qui mène la consultation, vous êtes vraiment dans une situation de non-savoir. Donc c'est un rappel permanent qu'il y a un autre monde qui est là et qui est organisé sur d'autres concepts, d'autres divinités. Il est intéressant d'aller savoir, d'aller connaître, d'aller explorer les pensées savantes des mondes différents. Tous les mots sont importants, hein. Ces pensées sont des pensées savantes, ce ne sont pas des croyances, ce ne sont pas des pensées secondaires, ce ne sont pas des imaginations, ce ne sont pas des fantasmes, ce ne sont pas des symboles, ce sont des pensées savantes, ce sont des savoirs, mais ce sont des savoirs qui sont pensés dans d'autres contextes, en quelque sorte. En fait, un ethnopsy, quelqu'un qui fait de l'ethnopsychiatrie, puisque c'est pas un métier, hein, ethnopsy. C'est un domaine de recherche. Quelqu'un qui fait de l'ethnopsychiatrie, moi-même je suis psychologue de formation, donc je suis un psychologue qui fait de l'ethnopsychiatrie, comme un psychiatre peut faire de l'ethnopsychiatrie, comme un philosophe peut faire de l'ethnopsychiatrie, comme plein de gens peuvent faire de l'ethnopsychiatrie. Et quelqu'un qui fait de l'ethnopsychiatrie est quelqu'un qui se met dans un contexte d'ignorance, en fait, qui se met en situation d'ignorance. C'est pas clair ce que je vous dis? C'est-à-dire, puisqu'il va explorer des mondes qu'il ne connaît pas et qui se met en apprentissage auprès de ces mondes, eh bien, il est, par méthode en quelque sorte, en situation d'ignorance. Si je demande à mon grand-père qu'est-ce que c'est, si je lui dis je suis africain ou si on lui dit qu'il est africain, il va me demander de quel animal totémique je parle. Qu'est-ce que c'est qu'être africain? D'accord. Le terme africain
c'est quelque chose qui est pensé par un autre monde qui s'inscrit sur un territoire donné. D'accord? Mais oui, c'est le multiple qui se trouve dans ce territoire qu'il faut aller interroger. Comment cela s'agence, comment cela se construit, comment ça fait sens. Et surtout, quel est l'être de ce personnage pour aller à son identité. Au début, la Réunion, quand on arrive à la Réunion, il n'y a personne. C'est une île déserte. C'est les Blancs qui arrivent. Au début, il n'y a pas de problème. Puis après, les Blancs, ils disent, on va faire les plantations, là, dans l'île. Pour faire les plantations, ils font venir les Cafres, justement, les Noirs. Ils ramènent les Noirs, ils les mettent en esclavage. Et pour les mettre en esclavage, eh ben, ils leur enlèvent leur langue, ils les mélangent. Ils ne peuvent plus parler leur langue. On les empêche de parler. On les empêche de parler pour pas qu'ils se révoltent. Et vous voulez faire taire votre grand-père. Vous voulez l'empêcher de parler. Vous croyez que c'est possible, ça? Vous les ferez jamais taire, les Cafres. Voilà ce que j'ai à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. À partir du moment où on prend au sérieux les techniques de soins des mondes autres que le nôtre, tout en prenant aussi les nôtres au sérieux, hein, c'est pas ça, mais qu'on décide que c'est intéressant de penser la possession par un esprit, et qu'on ne va pas tenter d'expliquer à la famille ou aux jeunes que ça n'existe pas ces trucs-là, et c'est parce qu'il a des angoisses, c'est de la projection ou je ne sais pas quoi. On va dire, ah tiens, t'es possédé par un esprit, moi ça m'intéresse d'apprendre comment ça marche, et d'où il vient, comment il est rentré, quelle est son identité, comment il a été identifié, quels sont les experts que tu as pu voir auparavant qui t'ont... permis de connaître cet invisible qui t'accompagne. On croit juste à ce qu'on fait, à ce qu'on convoque, à ce qu'on manie, à ce qu'on réussit à manipuler, ce qu'on ne réussit pas à manier. Et on avance au fur et à mesure. Et ça, c'est le dispositif de la consultation. Il a inventé un dispositif en introduisant des médiateurs ethnocliniciens, là, ces fameux collègues, ces doctorants qui sont à la fois sur le terrain, à la fois là, et qui disent oui, j'ai vu ça fonctionner chez un guérisseur, on va voir comment... C'est vrai que les morts peuvent envahir les vivants, prendre leur voix et exiger des choses. L'idée de l'ethnopsychiatrie, c'est on fait attention aux êtres. Qu'ils soient humains ou pas humains, qu'ils soient vivants ou pas vivants. Chaque être a besoin qu'on le respecte, qu'on le traite selon ses propres besoins. Un musée, c'est une incongruité parce que ces objets-là sont des objets d'usage. La plupart des objets que vous voyez ici sont des objets rituels qui ont servi à réunir un groupe, une communauté autour d'une divinité. Et donc évidemment, de les mettre dans un musée en pensant que c'est quelque chose d'abstrait, qu'on peut regarder comme ça avec l'intérêt de l'esthète, c'est une injure envers l'objet. Parfois, c'est un sacrilège quand même. Mais en même temps, comme on ne peut pas les voir ailleurs, c'est déjà mieux que rien, on va dire. Hein. Intellectuellement, il y a une incongruité. Mais en même temps, c'est une existence nouvelle pour ces objets qui probablement auraient disparu. Hein. Ça m'intéresse beaucoup, hein, ces objets-là, parce que au fond, c'est des objets qui indique une tâche impossible, qui est aussi la mienne, qui est de rendre sensible, les mots sont importants, tous les mots sont importants, de rendre sensible l'invisible.
Alors comment est-ce qu'on fait pour attirer l'attention sur le fait qu'il existe une chose qui est invisible? Donc on met un objet. Et on dit, cet objet-là indique qu'il y a quelque chose d'invisible. Mais ça ne veut pas dire que l'invisible, c'est l'objet. L'invisible n'est pas dans l'objet, il est sous l'objet. Il est derrière l'objet, il est évoqué par l'objet. La statuette du Dieu n'est pas le Dieu. La statuette du fétiche n'est pas l'esprit. Le début de toute cette histoire, c'est Marcel Mauss. C'est la fondation de l'Institut d'ethnologie dans les années 30 à Paris. Un des premiers élèves de Marcel Mauss a été Georges Devreux, qui a été mon maître. Son premier travail sur le terrain, ça a été précisément là-bas, au Vietnam, en Indochine, quoi. Il est revenu de son expédition avec je ne sais combien de dizaines de caisses qu'il a données, qui ont été dans les caves du musée de l'Homme et qui probablement sont quelque part ou ont disparu. Devreux était une sorte d'anarchiste qui était contre tout. Quand il apparaissait dans des réunions de profs, par exemple, et les gens disaient « mais d'où il sort celui-là, on veut pas le revoir, quoi ». C'est vrai, c'était un problème. Devreux était un problème à cause de ça. Il était absolument pas sociable, quoi. Il était américain, il n'a jamais pratiqué la psychanalyse en France, hein. Il a pratiqué aux États-Unis un petit peu, très peu de temps, en fait. Le séminaire d'ethnopsychiatrie, il a été créé en 1975. À la Société psychanalytique de Paris, il y avait 3 personnes à son séminaire, 3 auditeurs, dont moi. Il a fait ça une année et il a dit on comprendra jamais l'ethnopsychiatrie, il a arrêté. Pour moi, il existe 2 mondes, hein, dans nos mondes, quoi. Il existe 2 grands mondes, ou 2 grandes catégories de mondes. On va dire l'Afrique, d'une part, et l'Asie, quoi. On va dire ça comme ça, hein. 2. Je dis pas plus, hein. Pourquoi je dis 2? Parce que c'est des mondes descendants et des mondes ascendants. C'est-à-dire qu'il y a un monde que j'appelle descendant, dans lequel on donne rendez-vous aux invisibles non humains. On leur donne rendez-vous et on leur dit hey, descendez, on vous attend là. La France, ça fait partie de l'Afrique, hein. Vous avez plein de lieux de rendez-vous, ça s'appelle des églises. Et donc on dit hey, dis donc Dieu, si tu descends, dimanche à 11h, c'est là. Donc vous connaissez, hein, ces endroits-là. Donc c'est des mondes descendants. Toute l'Afrique est comme ça. C'est-à-dire que les invisibles non humains sont dans un autre espace, un ailleurs, et on les invite à descendre. Aroshi kyone mbira analum kontana nana gelle ka tamba de pere anabuna kere ka ba kontana na ga shadudo se kyone pe agbare alum kontana na adam fer inte de ka gel yoloke se bana sike kya Adam. Kan ira jire do ni ko. Ni bonen tele da on. Nere.
What sharkara? What sharkara? L'Asie a une perspective différente vis-à-vis de ces invisibles non humains. Elle dit, ah bah ils sont là-bas, on va aller les chercher. Et donc ils vont là-bas. C'est extrêmement intéressant aussi d'aller. Certains en Afrique y vont aussi, hein, en France aussi, hein. Mais ce n'est pas la règle générale en France. Hein. Alors que la règle générale, c'est ils descendent, on les attend à un lieu de rendez-vous. Ça s'appelle un lieu de rendez-vous, quoi. Et bon, c'est une église, une mosquée, une synagogue, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Mais c'est des endroits où on les attend, quoi. Et là-bas, il n'y a pas d'endroit pour les attendre, c'est nous qui partons à leur rencontre. Partir à leur rencontre, ça implique bien sûr un véhicule. Et les véhicules, c'est des substances en fait. Hein. On prend des substances et hop, on part. Le tabac, c'est la substance pour aller rejoindre les dieux. Bon, évidemment, comme nous on ne sait plus ça, après on fait des toxicomanes avec le tabac. Mais c'est pas à ça que ça sert normalement. Parce que la fumée de tabac, vous voyez, ça monte comme ça. Et ça va là-haut. Et donc vous fumez, vous suivez la fumée et puis vous savez où vous allez, quoi. J'ai besoin d'écrire, ça me démange quoi, quand j'ai pas écrit. Il n'y a qu'une écriture admissible, c'est la fiction. C'est la seule raison d'écrire, c'est de raconter une histoire, quoi. Les polars sont les seuls romans d'aujourd'hui. Les polars d'abord se permettent de rentrer dans les espaces en ébullition de la société, là où ça bouge. Et le polar vous donne des moyens d'y entrer. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans la vie de gens inattendus, des gens desquels on ne parle pas, des gens qui sont inconnus. J'ai été lu dans cette aventure parce que c'était le polar. Si j'avais fait seulement des récits de cas, ça serait passé comme ça. On n'aurait pas compris la dimension presque mystique de ces affaires, de ces gens qui viennent de si loin, qui vivent des choses aussi compliquées dans notre pays, qui parfois repartent, qui sont fracturés, cassés en 1000 morceaux, qui ensuite laissent ici des gens qui vont grandir, qui vont devenir des êtres nouveaux, des êtres comme on n'en a jamais imaginé. J'avais en tête un balayeur de métro Soninké qui, au bout d'un moment, il commence à me raconter, il était chef de village à côté de Nioro du Sahel. Chez lui, c'était comme un dieu, quoi. Et là, il était balayeur, et il était douloureux. Donc on disait, oh le pauvre, machin. Mais pas oh le pauvre, oh le riche, quoi. Ce balayeur malien qui est évoqué dans Saracabo, qui est réel, je veux dire, c'est presque une histoire vraie. Les enfants de cet homme-là, aujourd'hui, ils ont 20 ans. Ces gens-là, c'est nos compagnons de tous les jours. De ne pas parler d'eux, de ne pas parler de ce monde réel, je trouve ça complètement invraisemblable, quoi. Donc, j'ai raconté ça. Isaac, tu voulais faire poser une question ? D'abord, pour moi, c'est un savant, un grand savant. Mais par ailleurs, comme vous avez pu le constater, c'est un être d'imagination débridée, pleine de fantaisie, et qui lui aussi, il écrit des romans. Il écrit des romans policiers où toujours il y a des psychanalystes qui se retrouvent à devoir déchiffrer des crânes défoncés par un esprit au fin fond, je sais pas moi, de l'Afrique noire. Bon, il y a toujours des mystères, il y a des sortilèges, il y a des chamans qui se cachent un peu partout. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que Toby Nathan est quelqu'un. C'est un inventeur. Chaque fois que vous lui lancez un sujet, vous pouvez être sûr qu'il va vous sortir sur le sujet des thèses d'une telle originalité, tellement paradoxale parfois que on a l'impression d'avoir, je sais pas moi, passé un moment avec un enchanteur et en sortant, c'est plus 3 coupes. On n'est pas trop d'accord, mais c'est tellement bien la façon dont il le raconte. Il y a eu des travaux archéologiques très sérieux
est très solide, et nous savons maintenant avec à peu près une certitude absolue, quoi, qu'il n'y a jamais eu de sortie d'Égypte, qu'il n'y a pas eu d'événement XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Si, il y a eu une sortie d'Égypte, et une seule. Elle a eu lieu en 1956, et j'en étais. C'est la seule sortie d'Égypte. C'est la seule sortie d'Égypte. C'est-à-dire que vous faites... Une sortie, on vous a chassé. Oui, d'accord. C'était une sortie. Bon, alors, justement, pardon, non mais c'est vrai, hein, l'histoire de la sortie d'Égypte est un mythe fondateur du peuple juif. Or, ce mythe est extraordinaire parce que on raconte ce mythe, et on le racontait en Égypte. André, tu t'en souviens? Paula, tu t'en souviens aussi? On le racontait en Égypte tous les ans à Pessah. On fêtait en Égypte la sortie d'Égypte. Non mais, vous vous souvenez quand même, c'était un mythe fondamental. Et moi qui étais un gamin à ce moment-là, je disais, et quoi, on est sorti d'Égypte et pourquoi on y est toujours? Et personne ne me répondait. C'était complètement surréaliste. Complètement surréaliste. Et un jour, et c'était, pour moi, c'était en 1957, je crois que pour toi aussi, Paula, c'était en 1957, moi c'était en février 1957, André, je ne sais pas quand est-ce, 55, un jour, on est sorti d'Égypte. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, il y a des gens qui ont réalisé le mythe. Vous ne savez pas l'importance pour des gens qui vivent dans le mythe, que ce mythe se réalise dans la vie concrète. Donc nous sommes des êtres lumineux, nous sommes des êtres qui possédons une substance singulière. C'est pour ça que nous regardons les Ashkénazes de haut, et avec raison. Ces Afriques nous apprennent une chose, c'est qu'un enfant qu'on accueille est en premier lieu un étranger. D'ailleurs, parfois, dans les noms même qui désignent l'enfant, eh bien, on dit que c'est un étranger. Donc c'est un étranger qu'on accueille, et on applique pour l'accueil de cet étranger les mêmes lois qu'on applique pour l'hospitalité vis-à-vis des étrangers. Et qu'est-ce qu'on fait quand on accueille un étranger? Eh bien, on lui pose 3 questions, en fait. La première, c'est: d'où vient-il? Vous voyez un étranger qui débarque. D'où tu viens? Après, la deuxième question, c'est: qui es-tu? Qui es-tu? Et la troisième question, c'est: pourquoi viens-tu me voir ici? En quoi ça me concerne? En quoi ça me concerne que toi, tu viennes ici? Voici les 3 questions qu'on pose à l'accueil d'un étranger, et donc, évidemment, d'un enfant. L'hospitalité est une contrainte. Pourquoi on accueille l'étranger? Parce que cet étranger est potentiellement quelqu'un de puissant. On ne sait pas qui c'est. Imaginez que cet étranger, c'est Dieu en personne. Mais ça se peut. C'est le cas qui lui arrive à Abraham, justement. Il disait, juste c'était un étranger qui passait, paf, manque de bol, c'était Dieu en personne, quoi. Donc, si vous ratez l'étranger, vous risquez de rater Dieu. C'est pour ça que vous devez accueillir l'étranger. Non pas par morale, mais parce que vous courez des risques, sinon. Hein. Donc, parce que vous ne savez pas qui c'est, cet étranger, puisque vous ne le connaissez pas, justement. Ça peut être quelqu'un d'extrêmement important, d'extrêmement puissant, d'extrêmement important pour vous, pour les conséquences de votre accueil. C'est pour ça que vous devez accueillir l'étranger. Et on applique cette méthodologie de l'accueil de l'étranger qu'on pourrait un peu souffler à nos politiques, peut-être. Enfin, des quelques éléments, hein, pas exactement. On ne va pas faire des Abraham pour tout le monde, mais quand même un petit peu, quoi. Si on s'inspirait un petit peu, ça serait pas mal. Mais enfin bon, bref, c'est pas la question. Eh bien, on applique cette méthodologie à l'accueil du bébé qui arrive. Vous savez d'où vient l'enfant? Je suis sûr que vous savez. C'est ça le problème. Je crois que c'est essentiellement ça le problème. Eh ben, c'est dans ces mondes, eh ben, on essaye de se mettre en position, dans une position où on ne sait pas, quoi. On ne sait pas, parce qu'il peut venir de plein d'endroits, il peut venir
des dieux ou de Dieu, ça dépend de votre religion. Moi, je suis plutôt polythéiste, mais donc je dirais des dieux, mais vous pouvez être monothéiste aussi, hein, parce que si vous mettez plein de monothéistes ensemble, ça fait des polythéistes après tout. Donc, peut-être de Dieu, des dieux, ou bien il peut venir des ancêtres, et je vais vous expliquer comment il peut venir des ancêtres. Il peut venir d'un monde différent, en tout cas, et de chez les animaux, par exemple, ou bien d'un monde très bizarre qui est le monde des jumeaux. En Afrique, les jumeaux, c'est pas pareil que les autres, quoi. Les vrais jumeaux étant non pas ce qu'on appelle les vrais jumeaux, c'est-à-dire des monozygotes, mais les vrais jumeaux étant un garçon et une fille, parce que c'est le couple originaire, puisque le monde a été fondé par des jumeaux. Adam et Ève, c'est des jumeaux, ils couchent ensemble. Ils font quoi? Des jumeaux. Avec qui voulez-vous qu'ils couchent, Adam? Il n'y a rien d'autre. Donc, il prend sa sœur. Ils enfantent des jumeaux qui couchent ensemble, qui font des jumeaux qui couchent ensemble, etc. Donc, le début du monde, c'est des jumeaux. Après, le monde change, bien sûr. C'est pour ça que, d'ailleurs, les jumeaux, dans la tradition africaine, très souvent, portent des noms spéciaux. Vous savez ça, tout ça, hein, vous savez, toutes ces choses-là. Et par exemple, dans le monde musulman, africain musulman, on les appelle souvent Adama et Hawa, c'est-à-dire Adam et Ève, en fait. Hein. Donc, Adam et Ève, pourquoi? Parce qu'Adam et Ève, ils étaient jumeaux. Bien sûr, vous le saviez qu'ils étaient jumeaux. Puisqu'ils naissent en même temps, du même truc, quoi. Du même truc. Bon, c'est peut-être pas un ventre, mais du même truc. D'accord? Donc, les jumeaux, c'est particulier. Mais attention, un mythe n'est pas un mythe. Hein. Je veux dire, un mythe, c'est pas une histoire mensongère. C'est ça que je veux dire. C'est une histoire fonctionnelle. Et elle est fonctionnelle parce qu'elle fabrique des choses. Elle dit la fabrication des êtres provenant d'un monde particulier. Ça, ce sont les mythes de fondation. Si on prend Freud, entre 1895 et 1905, il est dans un mécanisme de conversion. Et ça marche parce qu'il convertit. D'ailleurs, ils sont tous devenus psychanalystes ou se sont suicidés, les premiers patients. À peu près tous. Hein. Tu peux compter. Hein. Enfin, on ne les connaît pas tous. Mais ceux qu'on connaît, soit ils sont devenus psychanalystes, soit ils se sont suicidés. Donc, il est dans sa phase de conversion. Après, quand il n'est plus dans sa phase de conversion, ça ne marche plus jamais. Plus personne ne guérit jamais. Et donc, on voit très bien qu'est-ce qui a été un facteur de guérison dans la psychanalyse, c'était les mécanismes de conversion, uniquement. Et Lacan l'avait parfaitement compris. Hein. Viens sur mon divan, il dit. Je vais te convertir. Mais on voit très bien sa technique. Hein. Ce sont les mécanismes thérapeutiques, quoi. C'est les seuls. Hein. Il n'y en a pas d'autres. Ça implique que sont efficaces les thérapies jeunes, et sont efficaces les jeunes thérapeutes. Tous les autres sont inefficaces. C'est-à-dire quand une thérapie a vieilli, quand elle a plus de 20 ans, plus de 30 ans, elle ne marche plus, parce qu'elle ne convertit plus. Et comme il s'agit aussi de convertir le thérapeute à sa propre thérapie, plus il est jeune, plus il ne connaît pas son métier, mieux ça marche, quoi. Ce qui est vrai, je veux dire, en général. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les vieux voir des patients. On lutte contre la conversion et contre le rapt, la capture d'âme. C'est-à-dire, en fait, parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie de convertir les gens. C'est-à-dire, si tu es camerounaise, bamileke, et que chez toi, et que tu vas à l'église, ok, mais en même temps, tes morts exigent qu'ils aient un traitement singulier, par exemple, que les crânes des morts soient installés, je ne sais pas pourquoi je devrais te convertir à la psychanalyse. La folie en soi, ça n'a pas d'existence. J'appellerais ça une niche écologique dans laquelle on met un désordre, une personne chargée de prendre en charge ce désordre, des objets, des êtres, et tout ça, c'est une niche, c'est un truc comme ça. Alors, par exemple, la dépression en soi n'existe pas. Il y a des antidépresseurs, des déprimés, des psychiatres, des gens qui ramènent les déprimés vers les psychiatres. Tout ça, ça forme une niche comme ça,
Et tout d'un coup, il y a cette niche-là recrute. Elle recrute des gens. Il faut appeler les choses par leur nom, c'est des captures. C'est comme des dieux qui arrivent et qui disent « je veux mettre mon culte sur le monde ». Et ils capturent des gens, ils leur disent « vous êtes à mon service, vous êtes mon fidèle, vous êtes mon adepte, etc. » Et ils vont capturer des gens comme ça. T'es camerounaise en 2013, pourquoi je devrais te transformer en hystérique viennoise du 19e siècle? Pourquoi faire, quoi, tu vois? Sauf si j'appartiens à un groupe qui a besoin de récolter des patients et de l'argent, si j'appartiens à un groupe type église ou secte ou quoi, mais nous, c'est pas notre cas. On aura besoin de psy dans la politique bientôt. Parce qu'il faudra bien qu'un jour on se dise, si c'est partie intégrante de la mondialisation, il y aura peut-être intérêt à ce que les Chinois pensent la psy comme nous, parce qu'après, à ce moment-là, on pourra leur vendre nos médicaments, quoi. Toby disait qu'il faut regarder ce que les thérapeutes font. Et du coup, comment on pouvait appliquer ça aux médicaments? Évidemment, quand on est dans le domaine des psychotropes, ça paraît assez curieux de dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux patients. Ils sont déprimés, ils sont schizophrènes, ils sont psychotiques, ils sont, je ne sais pas ce qu'ils ont comme pathologie, et voir comment on les soigne. Et ça, c'est une piste qui n'aboutit à rien. Pas une piste matérialiste. La vraie piste matérialiste, c'était de dire les psychotropes, c'est les psychotropes, les antidépresseurs, les neuroleptiques, les anxiolytiques, s'ils transforment les patients, avant ils transforment les psychiatres. Et c'est parce qu'ils transforment les psychiatres, ils transforment leur manière de regarder, ils transforment leur manière de soigner, ils transforment leur manière de comprendre les pathologies, qu'ils peuvent transformer les patients. L'objectif ultime, c'est d'arriver à une théorie générale de l'influence thérapeutique qui tienne compte de toutes les méthodes de soins de par le monde. Donc c'est extrêmement ambitieux. On en est loin encore, mais c'est ça qu'on vise. Au fond, la psychiatrie occidentale est elle-même une ethnopsychiatrie, c'est-à-dire que c'est une psychiatrie qui est reliée à une manière spécifique de voir le monde, à une ontologie, à des techniques, à des molécules, etc. Mes questions initiales ont toujours porté sur les sciences, mais à partir des sciences expérimentales. Et les sciences expérimentales créent du nouveau. Et elles fabriquent des dispositifs, elles fabriquent des objets. Et j'ai toujours lutté contre l'idée qu'elles produisaient une représentation objective du monde. Donc je les ai centrées sur leur réussite, sur les objets qu'elles créent. Et à ce moment-là, c'est compatible avec ce que fait Toby, tout en proposant une manière de produire du savoir qui est aussi éloignée de celle du laboratoire que, disons, l'âme en souffrance est éloignée d'une bille qui tombe. Moi, à l'époque, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. J'avais connu Isabelle et elle m'avait tout de suite dit il y a quelque chose de très important, c'est ce que Bruno Latour fait sur les sciences, pour comprendre comment les sciences se font. Et très vite, elle m'a emmené chez Toby Nathan, il faut aller voir ce qui se passe dans la consultation, l'ethnopsychiatrie de Toby Nathan. Et là, à ce moment-là, j'ai parallèlement lu les livres de Bruno Latour, entre autres un de ses premiers livres qui s'appelle La vie de laboratoire, dans lequel il invente une nouvelle méthode pour étudier la façon dont les scientifiques travaillent, qui consiste d'abord à regarder la manière dont ils travaillent. Et donc à s'attacher à ce qui se fabrique concrètement dans un laboratoire, avec les éprouvettes, avec les machines, avec les appareillages, et pas tomber dans un discours théorique, abstrait, comme le faisait l'épistémologie classique. J'avais affaire à un praticien qui fabriquait des choses, des questions et des situations sur un mode aussi original, producteur de neuf et de bon à penser, que les scientifiques de laboratoire que je connaissais le faisaient à propos de toute autre chose. Il n'y a pas de rivalité possible, parce que ces réussites sont des créations qui s'ajoutent et qui ne remplacent pas quoi que ce soit. Toby Nathan m'a appris à penser, mais à penser en acte, quoi, à penser vraiment dans le concret de ce que font les gens. C'est pas une pensée abstraite, c'est vraiment une pensée incarnée dans des pratiques, des rituels, des rencontres, et sans jamais se contenter d'une pensée ordinaire, en fait. C'est là sa force, c'est là où il est toujours un aiguillon. Si on le fréquente, en tout cas la contrainte, c'est qu'on ne peut pas se laisser aller à la paresse.
Il a terminé son exposé ce matin, je ne sais pas si vous vous rappelez, en disant les vieux ne sont pas des thérapeutes, les vieux ne soignent pas. En gros, la deuxième partie, c'est les vieux, ils s'ensorcellent, ils rendent malades, quoi. Donc, parce que ceux qui guérissent sont aussi ceux qui peuvent rendre malades. Et donc là, en gros, c'est un thème dont il n'a pas parlé ce matin non plus, mais qui est très important dans le travail de Toby, qui est le thème de la sorcellerie. L'importance de la sorcellerie. Et la nécessité de prendre au sérieux la question de la sorcellerie. La sorcellerie africaine, j'ai connu ça de première main, des deux côtés, je veux dire, c'est-à-dire à la fois du côté des victimes, qui étaient souvent des patients qui venaient me consulter, et du côté des fabricants de sorcellerie, qui sont les sorciers, qui sont souvent à la fois des sorciers et des guérisseurs que j'ai vus en Afrique, qui sont les mondes d'Afrique centrale, hein, ceux du Congo, ceux du Cameroun, ceux de Centrafrique, sont totalement obsédés par ces questions de sorcellerie. L'univers entier, c'est une des caractéristiques de la sorcellerie, c'est que quand ça apparaît dans un monde, ça occupe tout l'espace. Et en fait, on se rend compte très très vite que ça explique à la fois les désordres individuels. Si vous êtes malade, c'est qu'il y a un sorcier. Si vous avez perdu votre job, c'est qu'il y a un sorcier. Si votre bagnole est tombée en panne, c'est qu'il y a un sorcier. Si mon ordinateur a planté, c'est qu'il y a un sorcier. Bon, donc, tout est ramené à ça. Et en même temps, c'est la solution. C'est-à-dire, c'est l'explication et c'est aussi la solution. C'est par là qu'on peut en sortir. Et c'est évidemment, dans ces mondes-là, à chaque fois que les choses se compliquent, c'est-à-dire qu'il faut mettre quelqu'un en poste, qu'il faut lui donner un pouvoir particulier, eh bien, il recueille sa force par la sorcellerie. Donc la sorcellerie est éminemment politique. Avec Isabelle, quand on a travaillé sur le capitalisme, ce qui nous intéressait, c'était de ne pas penser le capitalisme en essayant de définir ce qu'est le capitalisme, mais en partant d'un point de vue très pragmatiste, à savoir qu'est-ce que le capitalisme nous fait. Pour penser ce que le capitalisme nous fait, on a directement tombé sur la notion de sorcellerie, qui n'était pas du tout une métaphore, qui est une vraie... Donc on a vraiment pensé le capitalisme comme un système sorcier. Pour les nazis, c'était explicite, quoi. Ça se voit, quoi. C'est tellement... Je veux dire, moi, ça m'avait frappé, même le mot nazi, vous savez. Nazi, ça vous semble... Bon, c'est un acronyme, national-socialisme, et ça donne nazi, quoi. Mais en fait, ils ont pris ce mot-là. Parce que ce mot-là, c'est un mot qui existe chez les juifs. Nazi, c'est l'homme qui a été désigné par Dieu, celui à qui on ne coupe pas les cheveux, qui est destiné à devenir un messie. Donc, tout est copié. Ils vont chercher la force chez leur ennemi qu'ils essayent de dévitaliser, vider de sa substance, dont ils cherchent à dévorer la moelle pour prendre sa force. Cette chose-là est délibérée. C'est une pensée réfléchie. Qu'on ne l'ait pas vue, qu'on soit passé à côté, qu'on ait fait comme si ça n'existait pas. Moi, ça m'étonne beaucoup, quoi. Hein. Et c'est ça que je soulignais. Et Philippe Pignard et Isabelle Stengers soulignent la même chose dans cette espèce d'entreprise capitaliste qui fait aussi quelque chose de pareil. Sauf que, pour les nazis, on peut parfaitement repérer les responsables. Je peux donner le nom de celui qui a pensé la chose au départ et comment il l'a pensé. Je peux restituer son raisonnement. Alors que pour le capitalisme, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui a fait ça. Où est le responsable? Qui a monté le coup, quoi? Qui est le sorcier, quoi? Pour être en prise directe avec l'état du monde, on peut passer du métier de psychologue clinicien et professeur d'université à la fonction diplomatique. De 2004 à 2009, Toby Nathan occupe le poste de conseiller de coopération et d'action culturelle près l'ambassade de France en Israël. De 2009 à 2011, il occupe le même poste en Guinée-Conakry. Après, je suis arrivé le 1er septembre 2009 à Conakry. Le 28 septembre 2009, il y avait un massacre absolument délirant à Conakry. Mais délirant, quoi, en 2009, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps de ça. Il y avait une manifestation contre le pouvoir. Le pouvoir a interdit la manifestation la veille, quoi, à 11h du soir.
les manifestants ont tout de même fait la manifestation dans le stade. Ils ont fermé le stade. Il y avait 50 000 personnes dans le stade, minimum 50 000 personnes, on ne sait pas exactement combien il y en avait. L'armée est venue attirer dans la foule. Il y a eu 200 morts, 150 femmes violées, 2000 blessés. J'étais là, quoi. J'étais pas dans le stade, mais j'étais là, j'étais dans la ville. Ce roman essaye de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à ce pays, à ce président qui a ordonné ce massacre. C'est un président qui était obsédé par la sorcellerie et qui était bardé de gris-gris et qui s'est quand même ramassé une balle dans la tête quand même à la fin. Comme quoi ses protections, elles sont insuffisantes, quoi. J'avais besoin de raconter que la sorcellerie, c'est de la politique et la politique, c'est de la sorcellerie. C'est ça que je voulais raconter. Mais c'est vrai en Afrique, c'est vrai en France, c'est vrai partout. C'est-à-dire la façon de contraindre les gens à des actions. Dans les mondes modernes, où les ethnies se sont mélangées beaucoup, quoi, où on se retrouve à, je sais pas, 50, 60 ethnies dans une grande ville, où les gens, évidemment, se marient entre eux, font des enfants entre eux, interethniques, quoi, interreligieux. On n'a pas abandonné la sorcellerie, sauf qu'elle est devenue folle. Comme les systèmes traditionnels de sorcellerie étaient à la disposition des chefs politiques, ils ont essayé de s'emparer de ces systèmes pour parvenir au pouvoir et pour s'y maintenir. Dans les années 80, il y a eu toutes les révolutions de Sierra Leone, de Libéria, de Côte d'Ivoire et de Guinée. Et à ce moment-là, les gens qui partaient à la guerre ont décidé de se faire initier au poro. Ils ont obligé les gens qui s'occupent des rituels sénoufos, qui sont des rituels du poro, donc, à les initier parce que le poro était un fabricant de guerriers, en fait. Et donc, c'est l'origine, ces rituels-là ont été l'origine de la fabrication des guerriers de Sierra Leone et du Libéria qu'on a vu totalement fous, quoi. Ils sont devenus totalement fous parce qu'on les a assurés que les balles allaient rebondir sur leur poitrine. En fait, cette chose-là est une chose qui est extrêmement intéressante parce qu'elle se trouve à l'articulation d'un monde traditionnel qui est strictement ethnique. Le poro, c'est la façon dont on fabrique un sénoufo. Et en même temps, comme c'était un rituel disponible, c'était aussi la façon, les choses qu'on est allé chercher pour fabriquer un guerrier fou, un guerrier qui n'a peur de rien et surtout qui ne se soumet à aucune règle de la guerre, en fait. Les rituels d'initiation, c'est en fait on met en contact le jeune impétrant avec ces fabricants, en fait. Je veux dire, c'est ceux qui sont à l'origine de son être, pas de son existence, de son être. C'est-à-dire ces divinités, ces êtres, etc., qui sont au noyau de son monde. Et donc c'est ça un rituel d'initiation. Chaque divinité parle une langue et rien que sa langue. Parce que les divinités sont des personnalités autistiques fermées comme ça. Elles sont là et elles pensent qu'elles sont le monde. Mais des divinités, vous ne pouvez pas les mettre ensemble. C'est d'ailleurs un des problèmes de notre monde, où le monde s'est ouvert,
toutes les divinités sont présentes ensemble, et ça pète dans tous les sens, c'est obligé. Jusqu'à présent, on vivait dans des mondes où les divinités avaient occupé des espaces dans lesquels ils étaient rois chez eux, en quelque sorte, seuls rois chez eux. À un moment donné, on se rend compte que les dieux ont des obligations vis-à-vis de leurs fidèles, et que lorsqu'ils ont ces obligations-là, elles sont en contradiction avec les obligations d'un autre dieu. C'est pour ça que les dieux rentrent en conflit. C'est pas les civilisations, c'est pas les gens. C'est pas les gens, c'est les dieux. On pourrait penser à un parlement des dieux, à un endroit comme ça, où on demanderait au dieu, on lui dirait, bon, tu veux ça, d'accord, mais ton collègue là à côté, il veut ça. Tu es d'accord pour renoncer, pour que le Dieu d'à côté ait aussi une part de ce qu'il veut, pour qu'on partage le monde ensemble. S'il y a une chose qui appartient à l'humanité, bah c'est la non-humanité, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que arrêtez de vouloir définir l'humanité par elle-même. Elle se définit par son intérêt pour le non-humain. Qu'est-ce que c'est que des humains? C'est des êtres qui s'intéressent aux non-humains. Alors si on commence à dire, oui, mais les humains, c'est machin, on va définir les humains par les humains, c'est qu'on ne les voit pas tels qu'ils sont. Regardez, ils passent leur temps. Quand ils représentent des choses, c'est des non-humains qui représentent. Et donc, c'est en ça que nous nous ressemblons tous, les humains, c'est que nous nous intéressons aux non-humains.